L'image qu'on en a, c'est toujours la même chose. Ouais. C'est limite, on rentre dans l'invisibilité, c'est bonjour le couvent. Sexuellement, tu vaux plus rien. T'es périmée, bonne à la casse. Les vulves, les seins, le sexe, les fesses, l'amour, le regard de l'autre, notre rapport au corps et à l'intime. Autant de sujets trop longtemps oubliés que l'on a envie de dévoiler avec vous. Bienvenue sur Pluriel Singulier, le podcast qui part à la rencontre de personnes du quotidien, prêtes à nous raconter leur expérience liée à un questionnement intime. Personnalités, amis, auteurs, autrices, voisins de métro, collègues, entrepreneurs, entrepreneuses, lovers. On écoute toutes les voix qui ont envie de nous partager leur histoire. Certaines font naturellement du bruit, d'autres sont plus discrètes. Mais chaque voix a ce quelque chose à apporter. Des envies, des peurs, des promesses, un savoir, des interrogations, une expertise. Alors, partons à leur rencontre. Bonjour Sophie. Bonjour. Bienvenue chez Pluriel Singulier, le podcast où on parle d'intimité. Aujourd'hui, on t'accueille pour parler de douleurs invisibles et plus précisément de la ménopause. Ce sujet beaucoup trop tabou qui est invisibilisé par la société sous prétexte qu'une femme qui vieillit n'a peut-être plus besoin d'être écoutée. La blague. Ton histoire, c'est celle d'une femme qui a dû avoir une préménopause et qui a vu son corps et son esprit complètement chamboulés, sans réponse autre que froide et distanciante sur ce qui lui est arrivé. T'as cherché, et finalement tu t'es dit que ce que tu découvrais devait vraiment être partagé. Et voilà, Ménopause Story est né, d'abord un blog, ensuite un compte Instagram avec une très très belle communauté. Puis un livre, Ménopausée et libre. On est ravis de t'accueillir aujourd'hui chez Pluriel Singulier. Je suis ravie d'être avec vous. Trop chouette. Comme je te le disais, aujourd'hui, on va parler de ménopause, mais chose qui ne t'étonne pas, et de douleurs invisibles. Et je veux bien que tu nous racontes un petit peu le début de ton histoire et comment tu en es arrivée à tout ce que tu as créé aujourd'hui. En fait, moi, la ménopause, j'ai rencontré 2 fois. C'est un peu bizarre comme approche, mais voilà, c'est vraiment ce qui s'est passé puisque j'avais un problème de santé. Donc, j'avais 47 ans, avec aucune idée sur ce qu'était la ménopause et encore moins sur ce qu'était la préménopause. Ouais. Parce que je ne pensais pas du tout que voilà, il y avait des signes avant-coureurs. Et avec ces problèmes de santé, je n'ai pas eu d'autre choix que d'être placée en ménopause artificielle. Ouais. Donc, la ménopause artificielle, c'est une piqûre. Et une piqûre qui bloque pendant un certain nombre de mois les règles, quoi. Donc, c'est une ménopause artificielle. Donc, moi, je me suis dit, ok, j'ai une piqûre, il y a là, et puis c'est bon, quoi. C'est une piqûre, ça ira mieux, quoi. Bon, voilà, ouais, c'est pas d'autre sujet. Je n'ai pas posé de questions au gynéco, je suis sortie, je suis allée voir l'infirmière, elle m'a fait la piqûre. Voilà, c'est tout, stop. Et puis 15 jours après, je me suis retrouvée avec des effets indésirables hyper forts. Donc, toutes ces douleurs invisibles qui ont commencé à devenir plus que visibles et surtout bien handicapantes quand même. Ouais. Et là, j'ai commencé à regarder sur Internet ce que c'était que la ménopause, puisque je n'avais pas d'idée sur la ménopause. Là, je suis tombée sur, comment dirais-je, un petit mélange entre Gothic-land, Bienvenue chez les spectres, voilà, une ambiance pas possible. C'est-à-dire, en gros, des espaces qui étaient complètement, je ne citerai pas de nom, mais tous ces sites très médicaux donc, qui placent d'emblée la ménopause en tant que symptôme, comme un symptôme, donc directement comme une maladie. Une maladie, ouais, c'est voilà. ça, c'est vraiment ce qui ressort. Voilà, c'est symptômes-solutions. Et puis, surtout, les images qui étaient véhiculées, c'était bienvenue dans le royaume des vieilles. Moi, j'ai eu l'impression de passer du côté de la nana dynamique, etc., à la vieille retraitée en 2 temps 3 mouvements, donc j'ai pas compris. Oui, et sans explication ni rien, juste t'es malade. Sachant que, ce que tu dis d'ailleurs très justement dans ton livre, tu t'es pas sentie malade d'avoir tes règles pendant toute ta vie. Non. T'avais des douleurs. J'avais des douleurs, mais je me suis pas sentie malade. On m'a pas dit même au moment où j'allais avoir mes règles, Sophie, pendant plus de 40 ans, tu vas être malade. Pas du tout. Donc du coup, là, je me retrouve malade. Et effectivement, avec des symptômes hyper impactants, quoi. Donc, je comprends pas trop l'histoire. Après, je vais te la faire rapide. La ménopause artificielle, sur moi, ça n'a pas marché. Finalement, après, mes règles sont revenues et puis je suis arrivée progressivement dans ma vraie ménopause. C'est pour ça que je suis ménopausée, ou en tout cas, j'ai eu un preview. Ouais. Et puis après, vraiment ménopausée, c'est arrivé, voilà, bien des années plus tard. Entre-temps, je me suis énormément interrogée. Forcément, puisque je m'étais pris un gros mur dans la tronche. Donc, c'est là où j'ai commencé à me poser vraiment des questions et à plonger, commencer à tout interroger pour essayer de comprendre pourquoi j'avais ressenti un tel malaise. Ouais. Et voilà, c'est en prenant toutes ces notes que j'ai commencé d'abord à créer Ménopause Stories, donc, qui n'est pas un blog, mais plutôt
Alors, t'as pas tort, parce que c'est un compte Instagram narratif, donc en fait un peu en mode blog. Oui. Voilà. Parce que voilà, je voulais aller tout de suite à la rencontre de la communauté. Donc je me suis dit, il faut que je rencontre des gens tout de suite, il faut que je parle, parce que moi, il m'arrive un truc tellement fort qu'il fallait que je partage. Ouais. Et puis ensuite, effectivement, ça a été un livre. Derrière. Et puis surtout, j'imagine que quand ça s'est arrivé, tu t'es dit, ça ne doit pas arriver qu'à moi, il y a d'autres personnes à qui ça doit arriver, il faut que je puisse en parler, quoi. Alors, ça a été surtout ça, parce qu'autour de moi, ça a été le gros silence. Alors déjà, moi, j'ai pas trop osé en parler parce que je me disais, bonjour, plus personne voudra m'accoster. C'est un peu quand t'as une... Alors, je vais dire un truc assez dur, finalement, je l'ai jamais dit. C'est comme quand tu perds quelqu'un de très proche. Ouais. Quand tu perds quelqu'un de très proche, je me souviens très bien d'une de mes amies qui m'avait dit, par exemple, quand j'ai perdu mon père, au bout d'1 mois et demi ou 2, il faut que tu ailles voir ton médecin, que tu prennes du Prozac et tout. Enfin, tu peux pas pleurer comme ça, range ton chagrin. Ouais, donc à un moment, ta peine, elle a plus lieu d'être. Ta douleur a plus lieu d'être. Du tout. Ouais. T'as pas le droit. Donc, il faut que tu continues à te montrer conquérante comme d'habitude. En gros, faut pas que tu emmerdes les autres avec les problèmes intimes, tout ce que tu peux ressentir. Donc, tu fermes ta tronche. Ouais. Et peut-être que finalement, le compte Instagram, c'était une façon de, entre guillemets, l'ouvrir, en tout cas d'interroger, mais en étant derrière un écran. Et comment ça s'est passé, ces premières interactions que tu as eues sur ce compte Instagram ? Extraordinaire, parce que c'est un compte plutôt intime, intimiste, en tout cas un compte conversationnel. Et tout de suite, les femmes qui ont commencé à m'écrire ont commencé à m'écrire sur le même mode conversationnel et à partager vraiment, j'entends, vérité. À te confier des choses, quoi. Voilà. On était vraiment en fait, sur l'écoute qu'elles n'ont jamais trouvée ailleurs de ce genre de sujet, quoi. Et moi, finalement, peut-être pareil aussi, parce que d'un coup, c'est une vraie communauté qui s'est installée de femmes qui s'entraident. Bon, elles font attention à moi, tout comme je fais attention à elles, donc ça, c'est super beau. Voilà, donc ça a été des rencontres incroyables, quoi. Bah oui, j'imagine. Tu parles dans ton livre de Charles de Gardanne, qui est à l'origine du mot ménopause. Tu peux nous expliquer un petit peu, pas forcément tout ce qu'il a dit, parce qu'on n'a pas forcément envie de tout entendre, mais un petit peu quelle a été ta réaction, comment tu as compris un petit peu tout ce qui était arrivé autour de ce mot ménopause, comment c'est arrivé, etc. Ouais, en fait, Charles de Gardanne, je ne l'ai pas rencontré tout de suite parce que pour moi, dans mon imaginaire, le mot ménopause, il existait depuis l'Antiquité. C'est son côté grec, c'est ce que tu disais dans le livre. Donc, du coup, je me suis dit, c'est un mot qui existe comme menstru, comme aménorrhée, comme ménarche, etc. D'ailleurs, je ne sais pas de quand date le mot ménarche, je n'ai pas fait les recherches, donc voilà. Mais pour moi, c'était ça. Et puis un jour, à force de lire justement des livres sur l'origine de la ménopause, en tout cas, voilà, historiquement, ce qui s'était passé, etc. Plusieurs fois, je suis tombée sur le nom de Charles de Gardanne. Là, ça m'a fait un peu l'effet, c'est un peu comme quand tu vas en soirée et puis que tu as tes copines qui disent « Ah, mais tu connais pas Charles, il faut absolument que tu rencontres Charles. » Donc, du coup, je me suis dit « C'est qui ce mec ?» Il faut que je rencontre Charles, forcément. Forcément, voilà, on m'en parle à plusieurs, voilà, ça se croisait. Donc, je me suis dit « Écoute, hello Charlie, je vais aller à ta rencontre. » Et j'ai commencé à télécharger, enfin, en tout cas, lire déjà son traité. Donc, c'est un gros traité qui fait quand même 424 pages. Sur le sujet. Qui a un titre particulier. Oui. Alors, c'est pas si particulier parce que c'est le vrai mot. En fait, c'est l'âge critique. C'est l'âge critique, le traité sur la ménopause ou l'âge critique. Voilà. C'est avis aux femmes qui rentrent dans l'âge critique. Exactement, avis aux femmes qui rentrent dans l'âge critique parce qu'à l'époque, c'est un des mots qui était qui désignait l'arrêt des règles, définitive des règles, c'était l'âge critique. Alors il y en avait plein, enfer des femmes, hiver des femmes, voilà. Bon, c'était vieillesse ennemie, quoi. C'était un peu la tragédie. Mais c'était une autre époque. Et c'était une autre époque, et c'est la raison pour laquelle il a créé le mot ménopause. C'était pour les rassurer, en fait, pour créer vraiment un vocable qui les rassure. Ok. Ça, je tiens à le dire parce qu'il l'a fait vraiment gentil. Enfin, pour c'était rassurer. C'était plutôt bienveillant dans l'approche. De toute façon, son approche de base est bienveillante, même si on n'en a pas l'impression. Donc, du coup, j'ai commencé à le lire et au premier jet, je me suis dit, 424 pages, je me suis dit, parfois, non mais le mec, au secours. Parce qu'effectivement, lui, il dit tout de suite, je préfère vous alerter du grand danger qui vous entoure au moment où vous allez rentrer dans cette période. Ne soyez pas sotte, ne soyez pas inconsciente, c'est une période limite tragique, etc. Et il décrit, en fait, c'est un peu, pour moi, un livre d'histoire de la femme à ce moment-là. C'est un livre qui est fait en 3 parties. La première partie, c'est l'anatomie. La deuxième partie, c'est vraiment les règles de vie. C'est très hygiéniste, c'est un médecin hygiéniste, hein. Donc, ce sont des règles à tenir à ce moment-là. Et la troisième partie, c'est vraiment toutes les maladies qu'il a nomenclaturées. Effectivement, je tiens à préciser que c'était un médecin. Voilà, donc il a ouvert vraiment tout ce nouveau champ
en nommant la ménopause et en écrivant ce traité. Donc, il a vraiment décrit ce champ. Et je tiens à dire aussi que c'est un médecin, donc c'est un livre qui est issu de sa thèse de médecine. Ouais. Donc, il a mis à peu près 15 ans à trouver le mot ménopause. Il a passé sa thèse en 1810. Il a écrit le premier traité en 1816, où là, il a appelé le mot ménopause ménesposie. Ouais. Donc, ménès, c'est le mois, et posie, c'est je cesse, je finis, je termine. Voilà, c'est l'arrêt définitif des règles. Et ensuite, en 5 ans, il a peut-être réfléchi, il s'est dit peut-être au niveau sonore, ménesposie, c'est pas si évident. Et là, il a trouvé le mot ménopause. Ok. Voilà. Donc, au niveau des réactions, oui. Il y a plein de choses où je me suis dit, mec, là, quand même, tu vas un peu fort. C'est quoi cette histoire ? Sexuellement, l'enfer. Oui, c'est ça. D'ailleurs, il y a une phrase que j'ai notée que tu reprends dans ton livre. Quand il parle de ce qui se passe au moment de la ménopause, il dit « Par une condition aussi affligeante qu'inexplicable, ce sexe destiné à faire le bonheur de l'homme trouvait dans le bienfait de la reproduction les principales causes de sa perte. » Je trouve ça terrible. Je l'ai lu, j'avais les yeux écarquillés. Et oui, forcément, c'était ce qui ressortait dans une partie, en tout cas, de ce que tu cites dans le livre. Moi, je n'ai pas lu son livre. Alors, ça, c'est vraiment terrible. Il a aussi parce que, en fait, il est fondamental pour moi, ce bouquin. Il explique vraiment la notion de genre. Oui. Ce qu'est la femme, ce qu'est l'homme. La femme qui est une petite chose, toute maniérée, toute fragile, qui sent bon, enfin, limite. Qui est là pour l'homme. Qui est là pour l'homme, parce que voilà, elle est là pour l'homme. Et l'homme qui, lui, alors, il doit sentir la transpiration, c'est un peu Achille, il part à la guerre, plus il pue, génial, plus c'est génial, quoi. Et là, tu te dis, ok, c'est un peu dépassé. Mais n'empêche que quelques pages après, il va te faire un petit paragraphe sur la femme puissante. Ouais. On nous dit à l'étranger qu'il y a des femmes qui sont puissantes, qui sont fortes en politique, que ci, que ça. Mais n'empêche, c'est toujours à l'étranger, pas en France. Mais il en parle quand même. Donc ça veut dire qu'il a sa vision. Et je me dis, pour l'époque, en fait, c'est ça qui est assez antinomique. Il ouvre pas mal de voies. Ouais. Donc pour moi, il était déjà assez avant-gardiste. Oui, puis il a quand même fait sa thèse sur le corps des femmes et sur une étude du corps des femmes, ce qui est alors déjà c'était un jeune homme. Moi, je me suis dit pourquoi il a fait ça ? C'est vrai que son père déjà était médecin et travaillait sur les maladies vénériennes. Donc il y avait déjà sans doute une appétence, en tout cas une sensibilité à ça. Mais il a pris un sacré tournant. C'était pas évident. Il s'est vraiment intéressé à ces femmes. Certaines l'ont vraiment remercié. Et moi, je serais pas contre lui. Bien au contraire, j'ai une certaine tendresse parce que je me dis 424 pages sur le sujet, où il a quand même donné pas mal de règles d'hygiène et beaucoup d'ouverture. Ouais. Parce que là, j'ai pas pu tout exploiter, mais il y a beaucoup de choses à dire encore. Notamment sa vision sur la beauté, sur la mode, etc. Il dit des choses qui sont, pour moi, assez intéressantes. Quand il dit, par exemple, si je parle du maquillage, puisque le maquillage, à l'époque, c'était du blanc de cérus, c'était des choses qui vraiment allaient obstruer la peau, enfin, vraiment, même limite empoisonner la peau. Idem pour les colorations des cheveux. Enfin, c'était des choses très dangereuses. Oui, c'était la beauté à tout prix, pour le coup, mais à mourir, quoi. Je veux dire, globalement, les nanas, elles avaient pas des cratères, mais elles avaient des peaux très abîmées. Et là, il leur dit, limite, ça y est, ne soyez pas vaniteuses, libérez-vous de tout ça maintenant et acceptez d'avoir le cheveu blanc. Je me dis, en fait, c'est génial. Pourquoi est-ce qu'on dit pas ça aux femmes plus jeunes ? Oui. Voilà. Parce que finalement, moi, ça m'a laissé sous-entendre, ça y est, tu peux libérer ta peau, t'es en liberté, enfin, t'es en liberté. Ça, c'était un premier aspect. Donc, il essaie d'ouvrir des voies. Enfin, il n'est pas si anti-féministe. Enfin, en fait, il était dans une époque qui était contre les femmes, finalement, ou en tout cas pas pour. Et il essaie d'ouvrir des voies. Et c'est vrai que c'est un peu ce que tu dis d'ailleurs dans ton livre, que dans la lecture que tu as faite de sa thèse, tu as eu un espèce de mixed feeling, finalement. Tu étais en mode attends, je ne peux pas lire ça, c'est pas possible. Et à côté de ça, ah, ok, c'est intéressant. On cherche, on creuse des hypothèses qui sont intéressantes. Ou t'es trop chou. Parce que je me suis dit, en fait, je pense qu'il devait vraiment avoir un regard sensible sur les femmes, il devait les écouter. Et franchement, sincèrement, il devait essayer de trouver des solutions. Tu l'as plutôt pris comme ça. Ah, moi, je l'ai pris, je me suis dit, ça serait intéressant qu'il revienne aujourd'hui. J'aimerais beaucoup le côtoyer. D'ailleurs, je dois te dire que je lui parle assez souvent quand même, parce que je lui dis, bon, ok, maintenant on en est là. Parce que moi, surtout, ce qui m'a interpellée, c'est pas ce que lui a fait il y a 200 ans. C'est où on en est aujourd'hui. Mais du coup, parlons-en. On en est où aujourd'hui sur la ménopause ? Qu'est-ce qu'on a comme information ? Toi, ce que tu disais, c'est que... Rien. Rien. L'image qu'on en a, c'est toujours la même chose. Ouais. C'est limite, on rentre dans l'invisibilité, c'est bonjour le couvent, tu dois te ranger des voitures.
Sexuellement, tu vaux plus rien. Mhm. Ça y est, c'est terminé, t'es périmée, bonne à la casse. Au niveau du boulot, c'est à peu près pareil. Ouais. Qu'est-ce qu'on va dire? Bah ouais, quoi. Et Et puis regarde même, toutes les polémiques sur le ride, hein, sur le cheveu blanc, sur la prise de poids potentiel, sur un jeunisme ambiant, etc., sur les reines des millennials, sur les réseaux sociaux, où on pense éventuellement que les femmes ne sont pas forcément sur les réseaux, les femmes 50+, alors que c'est pas vrai du tout. Oui. Voilà, quoi. Donc, ouais. Est-ce que ça a vraiment changé? Bah, j'ai l'impression que non. Et en plus, ce que tu dis, là, en plus, en discutant avec toi, en parcourant ton compte Instagram, en lisant ton livre, c'est que, en plus, c'est hyper compliqué de trouver des informations, alors qu'aujourd'hui, on est censé être dans un monde où, normalement, si tu veux une info, tu la trouves assez Oui. facilement. D'ailleurs, tu parles en tant que femme connectée de plus de 50 ans, tu parles du fait que tu es allée sur le classique Siri pour poser la question et que finalement, la réponse, elle n'était pas... Bah non. Elle est Pas quand super. même que très... En fait, pour moi, elle est que médicale. Ouais. Ce que j'ai compris en passant cette étape, c'est qu'elle n'est pas que médicale, puisqu'elle interroge tout bonnement ta féminité, Ouais. et aussi peut-être tout bonnement ton rôle après dans la vie, ton existence, donc tout entière. Ouais. Donc pourquoi est-ce qu'elle serait que médicale? Bien sûr. Et d'ailleurs, toi, j'imagine que donc forcément, ça t'a re-questionné ta féminité. Ouais. T'as appris quoi? Alors j'ai appris que j'avais passé tout mon temps à ne pas me questionner sur ma féminité, Ok, c'est un bon ou point. plutôt que je m'étais questionnée sur une féminité avec un seul prisme qui était celui de l'injonction, Ouais. devoir plaire en permanence, Mhm. donc ne pas me plaire à moi et ne pas comprendre ce qui se passait dans mon corps. Ouais. Ça, c'est ce que ça m'a appris vraiment. C'est le grand cadeau de la ménopause, hein, c'est une fois que tu es libérée finalement de tout un champ, toute une partie, parce que ça y est, les cycles s'arrêtent, donc ton corps, quelque part, vit autre chose. Alors, d'une certaine manière, il est un peu plus calme. Enfin, même si, bon, voilà, tu as la chute hormonale, etc., mais quand même, tu n'as pas les cycles tous les mois, donc ça, c'est un peu différent quand même. Ouais. Tu dois donc... comment dirais-je, vivre un peu ton champ intérieur, voilà, ton corps d'une manière différente. Le cadeau, c'est de te dire, non pas, je dois faire attention à mon corps pour rentrer dans une taille 38, par exemple, ou 40. Moi, ça ne m'est pas arrivé depuis la 4e, donc ça fait longtemps. C'est des tailles trop normées de toute façon. Voilà, mais plutôt, je dois prendre soin de mon corps, donc pas faire attention, prendre soin de mon corps et de moi. Dimension de toi beaucoup de plus toi, que de ce qui se passe autour, quoi. Pour prévenir ma monture, pour comprendre ce qui se passe, pour prévenir. Ouais. Voilà, et ça, c'est pas du tout pareil. Et du coup, ça serait pas une bonne chose que ça arrive avant la ménopause? Ça devrait arriver tout de suite. Je me dis, si j'avais été élevée comme ça, à 15 ans, 10 ans, 15 ans, déjà au niveau des régimes yo-yo, je ne les aurais pas fait. Ouais. Je ne serais pas rentrée dans toutes ces injonctions, dans toutes ces dimensions de privation. Je n'aurais jamais vécu ma vie comme je l'ai menée, dans un sens, je dirais pas exclusif, mais justement pas inclusif, quoi. Ouais. Je me serais pas sentie hors du champ, quoi. Le fait de pouvoir recréer ta féminité comme ça t'a permis de te sentir plus féminine, mais de ta féminité à toi et pas celle qui est attendue. Ouais. En fait, d'un coup, ce qui est génial, c'est que j'ai réfléchi, je me suis dit, finalement, depuis que je suis toute petite fille, et je parle de ça, mes souvenirs de mes 2 ans, quand je commençais à recevoir mes cadeaux de Noël, où c'était des poupées. Ouais. Ou après, bon, forcément, je jouais à la poupée. Alors, j'attaquais les garçons ici avec mes chaussures, mais parce que j'avais des bonnes chaussures Clark pour pouvoir leur filer des coups de pied bien sentis. Mais n'empêche que mon truc, c'était de jouer à la poupée. Ouais. Après, j'observais tout le monde, que ce soit ma mère, ma tante, la maîtresse d'école, tout le monde qui était enceinte. Donc, il y avait quand même tout un truc du bébé. Donc, j'étais quand même préparée au fait que j'allais devoir devenir mère. Et voilà. Donc, ça, c'était un de mes rôles et un rôle très, très attendu. Ensuite, tu as toute la partie où tu as tes règles, tu sais que c'est pour ça. Donc là, moi, je les ai eu très jeunes, 10 ans et demi. Tu as un rappel tous les mois. Dès 10 ans et demi, c'est très tôt. Très tôt. Du fait que tu peux avoir des enfants. Et tu dois d'ailleurs avoir des enfants. Ouais. Jusqu'au moment où tu as tes enfants. Bon, déjà, tous les mois, tu souffres, tu sais pourquoi. Tu as tes enfants ou ton enfant. Moi, j'en ai eu un. En plus, je l'ai eu tard. Et ensuite, le moment où ça s'arrête. Ouais. Eh bien, là, je me dis... Putain, c'est la première fois de ma vie que je suis libre d'être moi-même, sans attente. J'ai livré ce que je devais délivrer, quelque part. Ouais, en tout cas, dans le sens de l'injonction et de l'attendu. Tout à fait. En tout cas, voilà, j'ai rempli mon rôle
Le rôle de pourquoi finalement on a un utérus et pourquoi on a menstrué, oui. Et là, d'un coup, plus personne n'attend rien de moi. Ouais. Ah bah là, limite, c'est génial parce que tu peux faire toutes les conneries, tu peux t'autoriser toutes les questions, et puisque plus personne te regarde, c'est un côté positif. Ouais. La pseudo-invisibilité, ouais. C'est que là, tu peux tout expérimenter sans que personne t'emmerde. Ouais, ok. Donc le fait de plus avoir les yeux rivés sur toi fait que finalement tu peux te sentir plus libéré. Bah, t'es libre. Ouais, ok. Bah oui, t'es libre. Ok. Mais t'es libre, mais malgré tout, ce que je vois quand même, c'est malgré tout l'injonction qui persiste. C'est comme si on devait avoir une ménopause performante. Et qu'est-ce Tu que dois ça pas voudrait tu dire, dois pas prendre de poids. Ah bah non. Rester Une belle femme et qui bien. prend du poids. Rester voilà, c'est toutes mes recettes, astuces et tout pour pas prendre de poids. Parce qu'en fait, les articles que tu as lus quand tu cherchais des choses sur la ménopause, c'était ça. Alors, sur la ménopause, non. Sur la ménopause, ce qu'on va te dire, c'est plutôt des choses très médicales. D'accord. Donc, on va te parler de graisse viscérale et choses. Mais après, c'est quand tu vas sur le spectre sur le registre de la femme de 50 ans, rester belle à 50 ans. Tu vois, toutes les trucs qu'on parlait de l'agisme pur. On parlait de Jennifer Lopez tout à l'heure, ou toutes les femmes de 50 ans. Ce qu'on voit dans les articles, en général, c'est comment elle réussit à rester jeune, comment elle réussit à rester belle, comment elle réussit à rester tonique. Oui, c'est pas quelle est la vie de Jennifer Lopez et ce qu'elle accomplit à 50 ans. C'est plutôt comment elle fait pour être belle selon les critères de la société. Est-ce qu'on va lui poser la question sur vraiment la façon dont elle a vécu sa ménopause Pas forcément. Une nana qui a vraiment bien parlé de la ménopause, c'est Gillian Anderson. Ouais. Voilà, il y a des femmes qui en parlent vraiment, et d'une manière engagée. Tu sens que le ton, c'est pas le même. Kim Cattrall. Ok. Aussi, c'est des femmes qui vont, Salma Hayek, qui ont permis de libérer la parole dessus. Michelle Obama, Oprah Winfrey, voilà, mais c'est des nanas plus engagées que des femmes qu'on attend sur. Je pense par exemple à Oprah Winfrey, on l'attend pas sur la beauté ou sur le registre on l'attend sur de l'empowerment. Oui, parce qu'elle incarne en fait. Voilà. En tout cas là-dessus. Je dirais Kim Cattrall, c'est autre chose parce que c'est le côté sexy, mais quand même, si tu réfléchis à Sex and the City, c'est quand même la nana qui a son vrai pouvoir sur elle-même. Clairement. Donc, c'est elle qui peut prendre cette parole-là. Donc, c'est ça qui est intéressant sur la prise de parole, en fait. Elle est multiple. Et toi, tu parlais au tout début, là, quand on discutait, tu parlais des symptômes de la préménopause. Donc là, on revient sur un aspect un peu médical. Ouais. Qu'est-ce qu'ils sont, ces symptômes ? Alors, il y en a déjà 34. Alors, il faut savoir que toutes les femmes n'auront pas de symptômes. D'accord. Il n'y a pas la ménopause. Il y a une ménopause par femme. Ok. Et d'ailleurs, même 2 sœurs. Et je pense peut-être même 2 sœurs jumelles peuvent très bien ne pas avoir les mêmes symptômes. Donc, il ne faut pas... Ce que j'ai compris, c'est que ce que moi je ressens, ce ne sera pas forcément la même chose que la copine, ou en tout cas sur la même intensité. Mais globalement, quand on parle de la ménopause, qu'est-ce qu'on se représente en premier ? C'est les bouffées de chaleur, évidemment. Ouais. Sécheresse intime, sécheresse vaginale. D'accord. Troubles de l'humeur, donc anxiété, difficulté de sommeil, insomnie, etc. Les troubles articulaires, sécheresse. Qui dit sécheresse vaginale dit sécheresse tout court, donc c'est aussi sécheresse de la peau. Okay. Sécheresse du cheveu, perte de densité au niveau du cheveu, sécheresse oculaire. Okay. Même les ongles. Enfin, je veux dire, c'est une sécheresse. Voilà. Okay. Donc, ça, c'est... Et qui est liée à la ménopause. Qui est liée à la ménopause. Voilà, c'est la carence hormonale. Voilà. On a des choses, on va parler de ces symptômes-là qui seraient des symptômes, je dirais, entre guillemets, visibles qu'on peut ressentir. Ceux qui sont bien plus insidieux, à mon avis, bien plus dangereux et c'est là où Charles de Gardane avait raison. C'est là où la notion de danger... Parce qu'au début, quand tu lis et que tu ne dis pas vraiment ce que c'est, tu te dis OK, parce que les femmes vont te dire bon, bah, moi, je passe une super ménopause, c'est quoi toutes ces conneries, etc. Donc, tu peux te dire le danger, genre, elle est trop alarmiste, la nana. Sauf qu'en réalité, cette carence, elle peut engendrer des problèmes ensuite. Il y a des vrais problèmes sur 3 niveaux. Le cognitif, donc, la maladie d'Alzheimer, voilà. Parce qu'en fait, les hormones, elles ont un rôle protecteur. Quand elles sont en carence, ben, tu n'es plus protégée. D'accord, et ça, c'est des choses niveau du cœur, que tu as découvert en faisant tes recherches, mais dont tu n'avais, j'imagine, jamais parlé. Jamais parlé. Au niveau du cœur, au niveau des os, donc ostéoporose, etc. C'est pour ça qu'il y a pas mal de femmes qui font des fractures après un certain âge. Et au niveau donc cognitif. Oui, non. Voilà, donc la mémoire, etc., le cerveau. Donc, c'est pas rien. Et ça, c'est pas du symptôme, là. C'est limite, je dirais, voilà, il y a 2 formes. Et du coup, ça, c'est la ménopause, c'est pas la préménopause. C'est-à-dire que la ménopause, c'est le moment où tu n'as plus tes règles du tout. Ouais. D'accord ? Tu vas voir, par exemple, je te donne un exemple. Tu as tes dernières règles le 10 novembre 2021. Ouais. La dernière fois que tu as tes règles. Tu vas être déclarée en ménopause, vraiment, le 11 novembre 2022.
Ok. Il faut 1 an d'arrêt des règles Pour te dire que tu es pour ménopausée. te dire que tu es ménopausée. D'accord. Tu deviens post-ménopausée le lendemain, donc genre le 13 ou 14 novembre 2022, ça y est, tu rentres vraiment dans la ménopause. D'accord ? Avant, tu as toute la période de pré-ménopause. Alors maintenant, je vais essayer de bien t'expliquer aussi, c'est comme l'adolescence, parce que le jour où tu as tes règles, tu as bien remarqué que ton corps avait changé et tu n'as pas eu tes règles du jour. Tu as eu tes règles un jour, mais il s'est passé pas mal de temps avant que tes règles arrivent. Eh bien, la préménopause, c'est la même chose. C'est le temps que ton corps... Que ton corps se prépare à s'arrêter, en fait, que cette fonction s'arrête. Donc, du coup, ça, on n'en parle jamais, puisqu'on te parle de la ménopause. Moi, je m'étais dit avant, la ménopause, un jour, j'aurais plus mes règles, et puis voilà. J'avais pas compris que, pareil, mon corps allait d'un coup se préparer à s'arrêter. Et en même temps, tu pouvais pas le comprendre, personne ne me l'avait dit. Bien sûr. Voilà. Donc là, qu'est-ce qui se passe ? Le premier signe, évidemment, c'est quand tu commences à avoir des signes irréguliers. Voilà. Et ensuite, effectivement, tu peux avoir des symptômes particuliers. Et assez couramment, d'ailleurs, à ce moment-là, c'est des femmes qui peuvent avoir des impressions de très forte dépression. Alors, je dirais que, si j'essaie de faire l'analogie, c'est un peu la même impression que tu as quand tu as un SPM. Ouais. Ou quand tu as accouché le 3e jour, où tu as une chute hormonale très forte, et ou postpartum. C'est le même registre. Sauf que là, tu l'as en permanence, tu commences à plonger et tu comprends pas. Et en général, quand tu vas voir ton médecin en te disant ça va pas, parce que tu perds l'équilibre, tu comprends pas. Et là, le médecin va t'interroger sur vous êtes stressé en ce moment, vous avez un problème avec votre mec ou avec votre nana, avec vos enfants, au boulot, etc. Et là, peut-être que tu vas raccrocher en te disant oui, justement, je suis super stressée. Et là, il va penser que c'est une dépression ou une déprime, il va te foutre sous Prozac. Sauf que c'est pas ça. Ouais, ça peut être des causes qui sont comparables, enfin des symptômes, si on peut dire symptômes qui sont comparables, mais en fait, c'est pas du tout ça. Pas du tout ça. Et donc, résultat, ça, c'est aussi une chose à prendre en compte. Si on sent que ça pourrait être apparenté à ce genre de choses aussi, qu'on a déjà connu cette sensation, il faut mettre le médecin sur la piste en disant c'est quelque chose que j'ai déjà connu, j'ai l'impression que ça pourrait être hormonal. Oui. Et du coup, ça, c'est des choses qu'on peut savoir en s'écoutant. Ouais, en s'écoutant et en ayant conscience que ça existe aussi. Parce qu'en fait, si tu ne sais pas ce qu'est un syndrome, j'allais dire prémenstruel, mais du coup, non. C'est exactement ça, parce que moi, je ne savais même pas ce que c'était avant qu'un syndrome prémenstruel. Donc, effectivement, j'étais hyper victime du syndrome prémenstruel. Mais sans le savoir. Et après, c'est en commençant à lire sur le syndrome prémenstruel, je me dis, mais c'était donc ça, mais si j'avais su ça, ça aurait été beaucoup plus simple. Oui, parce qu'en fait, savoir, c'est déjà régler une grosse partie du problème. Tu sais ce qui se passe, quoi. Bah oui, parce qu'en fait, on est cyclique, mais si tu observes pas ton corps, parce que moi, le premier conseil que je donnerais à toutes les femmes, c'est de comprendre ce qui se passe dans notre corps pendant le cycle. Si tu commences à comprendre déjà ce qui se passe dans ton corps pendant ton cycle, une fois que le cycle va devenir irrégulier et qu'il va commencer petit à petit à s'éteindre, tu vas comprendre que ton corps, il a des turbulences. Et là, tu réussiras beaucoup mieux à décrire les choses. On en parlait avec Gaëlle de Kiffe ton cycle, qui explique très bien tout ça, qui permet aussi de s'écouter et de comprendre là où on nous a jamais trop donné de clés pour comprendre ce qui se passait sur notre corps. Voilà, comprendre et expliquer ensuite. Et en parler aux médecins pour être capable de leur dire avec les bons mots et de suivre finalement le cycle autour de ça. Exactement. Voilà. Okay. Donc cette préménopause, elle est là, elle est très importante. Parce que s'il faut savoir, c'est qu'il peut y avoir pas mal de conséquences à ne pas comprendre cette période. Si tu ne comprends pas, il y a certaines femmes qui vont vraiment, effectivement, au moment de la ménopause, ressentir ce sentiment qui pourrait être comme une dépression, quoi. Et qui peuvent plonger. Il y a des femmes qui plongent. Il y a des femmes qui balancent tout, qui balancent qui balancent tout, quoi. Oui, qui ne sont pas préparées et du coup, d'un coup, tu sais pas tu te sens perdu, tu te sens out. Enfin, le moindre truc, tu comprends pas, quoi. T'étais vraiment... C'est très étrange, ouais. Et toi, ça t'est arrivé d'un coup, en plus là, ouais. 2 fois, en plus. 2 fois, ouais. Donc, la première fois avec une piqûre, là, je suis vraiment, vraiment tombée. Et quand tu tombes comme ça, brutalement, sans que personne te prévienne, en 15 jours, tu me dis, merde, mais attends, je comprends plus rien, quoi. Et tu disais dans ton livre que ton mari et ton fils t'avaient écrit une chanson et que même le côté assez mignon, t'avais pas réussi à... Ouais. Tu pouvais même pas en rire, quoi. Ouais. C'était trop pour toi. Ça a été pas mal de choses. Il y a eu ça. Donc, je suis devenue Ménopausita. C'était mon petit nom de femme. Et puis, en fait, une fois, on était partis en Sardaigne. Et il y avait un père de famille qui appelait sa fille en permanence au bord de la plage. Galinetta d'oro.
Donc, du coup, j'étais devenue ménopausita d'oro. Donc, au moins, ça permettait d'en parler un petit peu et de dédramatiser. Mais sur le coup, en fait, t'étais pas capable tu comprenais pas ce qui se passait. Moi, j'avais juste envie de leur dire vous allez vous la fermer. C'est pas ça du tout. C'est un peu aussi comme quand t'es en SPM et que tout le monde te dit que t'es complètement irascible. Et t'es là, mais c'est pas du tout les hormones, t'as rien compris, n'importe quoi. Alors qu'en fait, t'es complètement au fond du trou. Mais, Ou le classique, mais calme-toi quand t'es hyper énervé et qui ne marche jamais. Ah, jamais. Putain, ouais. Ouais, mon Dieu, c'est complètement hystérique. Voilà, c'est toutes les images aussi qu'on va donner aussi à la ménopause, parce que c'est vrai que c'est un moment où tu fais super pied, quoi. Moi, j'avais l'impression que c'est comme si j'avais Hulk qui était à l'intérieur. Enfin, c'est le corps, c'est la première fois. Ouais. C'est le corps qui prend le dessus. Ouais, le mental, en fait, il est pas capable. Il comprend rien. Il comprend rien. Donc là, c'est le corps. Et là, t'es là en train de te dire, OK, je vais essayer de suivre la situation, mais tu suis rien, quoi. Ouais. C'est super dur. Et là, pour retrouver ton calme, faut y arriver. Et cette histoire de calme, forcément, derrière, après, t'es hyper en colère de tout. Enfin, j'imagine, t'en veux. Tu pleures surtout. Tu pleures. Ouais. Moi, j'ai vraiment pleuré parce que je me suis dit, purée, déjà, tu prends les montagnes russes en permanence, donc t'es fatiguée. Et après, c'est la reconfiguration du nouveau monde. Ouais. Tu sens quand même qu'il y a une partie qui part. Ouais. C'est assez étrange. Hein. Mais une partie qui part pour enfin, en tout cas, ce que tu écris dans ton livre, pour te libérer finalement. Oui, mais c'est finalement. T'as le temps où tu comprends, parce que c'est assez bizarre. Moi, je me suis dit, mais est-ce que j'avais prêté autant d'importance à ça, au fait que j'étais une femme, que je n'allais ou pas avoir un enfant, que si, que ça. Et oui, en fait, je me suis rendu compte que ça avait pris mon cerveau, mais à partir du moment où j'étais petite fille. Ouais, tu t'es toujours dit, il faudra que j'ai un enfant. Non, pas forcément, mais je m'étais quand même toujours posé la question. Est-ce que je l'ai, est-ce que je l'ai pas, est-ce que je l'ai, est-ce que je l'ai pas, qu'est-ce que je fais Oui, tous les mois, la question. Tout le temps, tu te poses la question. Et puis finalement, au moment où ça y est, c'est terminé, où ça s'en va, tu sais malgré tout que c'est une grande partie de ta vie qui est partie. C'est un grand questionnement sur qu'est-ce que j'ai réalisé ? Est-ce que je l'ai bien réalisé ? Est-ce que j'ai fait les bons choix ? Est-ce que je ne suis pas passée à côté de certaines choses ? Parce qu'il y a le temps. C'est le temps qui est vachement important à ce moment-là. Oui, puis... Et alors, il y a une chose que je veux dire hyper importante et qu'il faut reconsidérer, c'est que si tu es ménopausée à l'âge médian, c'est-à-dire 51 ans, c'est beaucoup de chance. Ouais, c'était ma prochaine question. Voilà. Parce que déjà, ça veut dire que tu es en vie. Donc, c'est bien. Voilà, on est heureuse. Et la deuxième chose, c'est que tu l'as eu normalement. Donc, c'est pas une ménopause précoce. Parce que quand je vois certaines femmes qui sont, donc, on appelle ça l'insuffisance ovarienne prématurée, qui peuvent avoir la ménopause à partir de 30 ans, c'est pas la même histoire. Donc là, moi, je me dis, il faudrait peut-être aussi complètement dédramatiser la situation. Moi, je suis très, très contente d'avoir eu le parcours que j'ai eu. Et là, je remercie, je suis pleine de gratitude. Oui, c'est ça, parce qu'au final, dans les âges à partir de 30 ans, tu as de plus en plus de personnes qui se demandent, des personnes qui veulent un enfant, en tout cas, qui se disent « Ouh là là, j'ai 30 ans, il va falloir l'horloge biologique, il va falloir y penser. Ouais. La ménopause, alors certes, en effet, c'est plutôt vers 50 ans, normalement, en tout cas, si on peut parler de normalité. Ouais. Mais c'est vrai que ça peut arriver à tout moment et tu as une espèce d'horloge au-dessus de la tête qui te dit tic-tac, tic-tac, il faut y aller, quoi. Ouais, et justement, personne ne te prévient de ça. Ouais, c'est clair. Il y a de plus en plus de personnes dans mon âge, pour le coup, qui se questionnent sur le fait de congeler leurs ovocytes parce que moi, je sais pas de quoi sera fait la vie, quoi. Bah ouais, moi, je recommencerai ma vie. Justement, c'était une des questions que je m'étais posée. Je congèlerai. Ouais. Je le ferai. Je comprends. Enfin, je pense, si j'avais eu toute la connaissance que j'ai aujourd'hui, voilà, déjà, je ferai une prise de sang pour savoir où en est ma réserve ovarienne. Enfin, je ferai toutes les recherches voilà, pour pouvoir être rassurée par rapport à ça. Et je congèlerai, Moi, surtout qu'en France, c'est, pour le coup, relativement très accompagné pour le faire. Donc, on a la chance d'avoir ça et c'est bien de savoir que c'est possible. En fait, c'est simplement ça, de savoir que c'est une option. C'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment être hyper renseigné sur son cycle. Ce que c'est qu'être une femme. Et je me dis aussi, je me suis posé la question, maintenant, j'ai pas de réponse, parce qu'il faudrait que j'interroge les gynécologues sur le sujet et tout. Mais finalement, si on se dit qu'on peut porter un enfant, donc l'utérus, la matrice, peut porter un enfant après la ménopause, j'entends. C'est-à-dire que moi, je déciderais de faire un enfant par don d'ovocytes et don de sperme. Donc, ça veut peut-être dire que la ménopause n'existe plus. Vu comme ça. Je n'ai pas la réponse non plus, n'étant pas médecin. Mais ça se questionne, en effet. Il y a plein de choses qui se questionnent aujourd'hui. C'est sûr. C'est pour ça qu'à mon avis, il faut
tout réimaginer, tout remettre, parce qu'on n'est plus du tout dans la même société que celle de Charles de Gardanne. Charles de Gardanne parlait déjà de la ménopause précoce. En fait, moi, j'ai déjà des témoignages chez lui de femmes, effectivement, qui, très jeunes, ne pouvaient pas avoir d'enfants. Donc, il y avait plein d'explications selon lui, mais en tout cas, ces phénomènes-là, c'est pas récent du tout, loin de là. Et c'est normal, puisque c'est, voilà, chaque femme naît avec sa réserve. Donc, de toute façon, c'est logique, quelque part. Mais c'est des questions qui étaient déjà posées à l'époque. Oui, donc très avant-gardiste quand on voit l'évolution qu'on peut avoir. Je pense qu'aujourd'hui, il serait là, ça serait une flèche, quoi, une pépite. Franchement, honnêtement, ouais. On va lui demander de revenir. Je lui demande, tous les jours, je lui demande, putain, éclaire mon chemin, parce qu'il y a des choses que je comprends pas tout à fait, quoi. Mais oui, il faut déconstruire, reconstruire, et voilà. Et dans cette déconstruction, on l'a abordé tout à l'heure, pour toi, en final, il faudrait presque partir de la ménopause pour construire l'intégralité de notre féminisme sur tout le cycle de la femme et tout ce qui se passe. Oui, ce que je disais, c'est que c'est une pensée que j'ai eue d'ailleurs en parlant tout à l'heure avec toi, c'est que c'est normal que le féminisme s'attache d'abord à libérer le champ de la contraception et le champ de l'IVG, bien entendu. Et vrai sujet en ce moment en plus. Malheureusement, de nouveau des vrais sujets en ce moment. C'est terrible. Ce qui est complètement dingue quand même, mais malheureusement. En revanche, je me dis, si on voulait vraiment déconstruire et s'interroger sur l'intégralité de la trajectoire, qu'est-ce qu'être une femme, en fait, il faudrait s'intéresser au sommet, c'est-à-dire limite même la sénescence. Parce que là, moi, je m'intéresse à la ménopause, je m'attaque à la ménopause, j'y arrive. Mais enfin, de quoi on parle quand on parle des femmes de 80, 85, 87, 90 ans, qui sont soit en EHPAD, soit qui n'ont pas les moyens d'être prises en charge par quiconque, qui sont en précarité, etc. Est-ce qu'on en parle ? Est-ce qu'on se soucie d'elles ? Non, on se soucie pas d'elles. Complètement. Voilà. Et pourtant, je suis désolée, mais chaque étape de notre vie est une étape complexe et on fait partie d'une chaîne. Donc, en fait, c'est peut-être en interrogeant le haut, c'est-à-dire vraiment, finalement, le sommet, et limite, j'ai employé le mot maintenant, le départ. Donc, finalement, c'est en interrogeant la mort, le départ, que l'on va réussir à reconstruire sa vie. C'est par le haut. C'est quand tu es en haut, en fait, que tu vois la trajectoire. Et tu déroules tout le fil pour comprendre ce qui se passe. D'ailleurs, au moment de la ménopause, c'est ce que je me suis dit. J'ai regardé un peu ma vie comme si j'étais sur un promontoire et je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que je réalise ? C'était déjà une première grande étape. C'est une espèce de premier recul sur ce qui vient de se passer, quoi. 50 ans, et c'est beaucoup. C'est rien. Moi, j'ai l'impression que c'était hier, mais c'est quand même finalement beaucoup. Et si j'ai encore 50 ans de vie, voilà, je me dis, mais quand je me retournerai, là, j'aurai toute la vision. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il faudrait partir du haut pour pouvoir... Oui, pour pouvoir dérouler un petit peu tout ça et comprendre tout ce qui s'est passé et tout ce qui peut se passer, en fait. Exactement. Il faut retourner voir les Baba Yaga et il faut aller parler avec nos grands-mères pour comprendre. Quand on est avec les vieilles personnes, c'est très riche, en fait. Oui, bien sûr. Parce qu'elles ont d'abord leur expérience, tout ce qu'elles ont vécu, elles se sont beaucoup battues. Énormément. Et il y a parfois des vraies difficultés à parler de sujets intimes aussi. Moi, je sais qu'avec ma grand-mère, il y a des moments où c'était possible, mais c'était des moments hyper privilégiés, où on était deux et que c'était possible d'en parler. Mais sinon, on n'en parle pas. C'était tabou, en fait. On n'en parle pas comme nous. On peut en parler simplement parce que des personnes qui ont travaillé pour nous pour qu'on puisse en parler plus simplement. Exactement. Et par exemple, elles n'étaient pas du tout accompagnées sur les règles, sur rien du tout. Sur rien. C'était un péché, en fait, plus qu'autre chose. Fallait se cacher. On ne pouvait pas être en cuisine quand on avait ses règles parce qu'on allait faire tourner la nourriture. D'ailleurs, il en parle, Charles de Gardanne. Ah oui ? Voilà. Il dit que c'est une... Alors, il dit ça, c'est complètement débile parce que dans ces cas-là, il faudrait demander qu'aux hommes à être cuisiniers, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, c'est ce qu'il dit. Et la deuxième chose, il dit, sur les histoires de pleine lune, de cycle, il avait son opinion et sur le fait aussi que les femmes puissent avoir leurs règles au même moment quand elles sont ensemble dans la même maison. Enfin, il a écrit là-dessus et pour lui, c'était une ineptie totale. D'accord. Et sur la cuisine, voilà, il disait, ok, dans ces cas-là, demandons juste aux hommes de faire la cuisine. Enfin, c'est complètement débile. Ouais. On l'aime bien finalement, ce Charles. Non, mais là où il était intéressant, c'est que quelque part, et j'ai cité dans mon livre, il déconstruisait déjà, puisqu'il remettait en question Pline l'Ancien, qui justement disait qu'effectivement, une femme qui avait ses règles, les céréales pouvaient tourner, les chiens, enfin bon, vraiment, c'était genre apocalypse. Une aberration. Et voilà, et lui il disait, non mais le mec, en gros, c'est n'importe quoi. Et il avait vraiment de l'humilité, parce qu'il disait, je pense que quand on me relira beaucoup plus tard... les gens limite pourront se foutre de ma gueule, mais j'aurais eu au moins le mérite d'avoir d'avoir une opinion. Et voilà. Ouais, trop bien. Donc c'est là où je me suis dit,
Ouais, il était intelligent. Il était jeune. Enfin, il avait au moins l'humilité de dire, au moins, moi, je l'aurais fait. Et au moins, j'aurais essayé. Quoi. J'aurais essayé, ouais. Il y a une question qu'on pose toujours chez Pluriel Singulier à nos invités, c'est autour de l'intimité. On voulait savoir ce que ça voulait dire pour toi, l'intimité, Sophie. Alors, l'intimité, grande question. Je me suis posé la question au moment où j'ai lancé le compte Instagram. Ouais, ce que tu me disais. Ouais, conversation intime, puisque moi, j'adore l'intimité. Qu'est-ce que l'intimité ? Puisque finalement, si on regarde le compte, même ce que j'ai écrit, on pourrait penser que je livre beaucoup de choses de mon intimité. Et là-dessus, je vais reprendre un terme ou une réflexion de Sophie Fontanelle, qui parle beaucoup d'elle aussi. Je crois que c'était une conférence qu'elle avait donnée au Festival de Hyères, il y a quelques années, où elle parle de l'intimité et elle dit qu'en fait, l'intimité est inviolable. En ce sens où nous donnons ce que nous voulons bien donner. Donc l'intimité, oui, c'est une ouverture vers ce qui se passe. C'est comme une forme de monologue intérieur. C'est ce qui passe, ce qui se passe, c'est ce qu'on ne donnerait pas comme ça sur la voie publique normalement. Enfin, vraiment quelque chose de sensible, quelque chose qui ne se dit pas si facilement. Mais nous pouvons toujours choisir ce que nous disons. Oui. Donc l'intimité n'est pas quelque chose de vulgaire. Surtout pas. Voilà. N'est pas quelque chose de, comment dirais-je, de tabou. N'est pas quelque chose de dérangeant. Pour moi, c'est quelque chose qui ouvre une voie, qui ouvre une porte, qui peut permettre justement d'avoir des conversations bien plus profondes, qui n'y paraîtraient comme ça ou qui, voilà. C'est, par exemple, parfois, faire même une lecture d'un texte. Ouais. Ça peut être amène à l'intimité. Ok. Ouais, voilà. Génial. Merci beaucoup, Sophie. Merci beaucoup à toi. Un grand merci à vous pour votre écoute et surtout merci à nos invités. Si vous avez aimé notre épisode, n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant aux différentes plateformes, à nous laisser un commentaire ou à en parler autour de vous. Et si vous en voulez encore plus, suivez-nous sur Instagram, @nide_co. Vous y retrouverez les dernières actualités de la marque et toutes les infos de nos prochains épisodes. Alors, on vous dit à très vite.